Et nous commençons donc comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art sur la semaine qui vient de s'écouler, proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Par quelle actualité on commence pour présenter la semaine qui vient de s'écouler? Alors c'était l'actualité de la semaine, on ne pouvait pas passer à côté. Jamais une œuvre du XXe siècle n'avait été vendue pour un montant si élevé dans une vente aux enchères publiques. Je parle bien sûr de l'œuvre d'Andy Warhol, sa Marilyn Monroe qui s'intitule Shot Sage Blue Marilyn. Réalisée en 1964, eh bien, elle a été vendue pour 195 millions de dollars, frais inclus, à la suite de 4 minutes d'enchères dans les salles de Christie's à New York. Alors, si on regarde toutes les œuvres, elle est en deuxième position de l'œuvre la plus chère vendue en vente aux enchères. Elle se situe en dessous du Salvator Mundi de Léonard de Vinci, adjugé en 2017. Pour plus de 450 millions de dollars. Alors quand une œuvre comme celle-ci est vendue aux enchères et atteint des records, on imagine que la vente en elle-même devait être une vente un peu extraordinaire ou remarquable. Exactement, la vente du soir était la vente dédiée à la collection Thomas et Doris Amann qui a totalisé plus de 317 millions de dollars. On retrouvait aussi des œuvres de Cy Twombly ou de Robert Ryman. Et tout le résultat sera réversé par la Fondation aux associations caritatives destinées aux services médicaux et éducatifs des enfants. Alors, Sybille, pas une semaine sans qu'on ne parle des NFT qui bousculent un petit peu le monde de l'art, ou en tout cas qui font en sorte qu'il s'y passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez nous raconter l'histoire d'une bataille juridique autour des archives d'un photographe. Alors, quel est le lien avec les NFT? Effectivement, souvent, les institutions essaient de se saisir des NFT pour mettre en valeur des œuvres d'art. Et là, la situation ne se passe pas très bien. Elle est relatée par The Art Newspaper. Alors, pour mettre en valeur les archives d'un photographe qui s'appelle August Sander, photographe allemand de la première partie du XXe siècle. Son arrière-petit-fils a donné ses archives sous forme de NFT sur la plateforme d'échange OpenSea. Donc les collectionneurs n'ont qu'à payer les frais d'échange des NFT sur la marketplace, par la marketplace. Et donc voilà, l'arrière-petit-fils a souhaité sécuriser l'héritage d'August Sander sur la blockchain. Et on parle tout de même de plus de 10 000 photos. Donc ça, c'est l'initiative. On a dit qu'il y avait une bataille juridique. Il y a donc un mais dans cette histoire. Voilà. Alors les drops de NFT ont été réalisés depuis février, mais elles ont été soudainement arrêtées en mars dernier, car la fondation culturelle allemande SK Stiftung Kultur revendique les droits d'auteur des archives du photographe. Pour elle, l'arrière-petit-fils serait dans l'illégalité, car elle aurait acheté les droits d'auteur sur les archives aussi dès 1992. Mais l'arrière-petit-fils touche aussi des royalties sur chaque vente d'une photo, donc ce qui lui permet aussi de commercialiser les photos. Et donc maintenant, les acteurs sont enfermés dans cette bataille juridique qui permettra, on l'espère, de faire un peu jurisprudence pour les autres et nombreux cas qui lient autour des droits d'auteur des NFT. Et notamment sur la légalisation, ou en tout cas les sujets légaux en matière d'art physique et de deuxième vie dans le monde virtuel et dans le monde numérique. Affaire à suivre donc, et on termine, Sybille, par une œuvre assez rare découverte par le cabinet Turquin. Exactement, alors c'était pour faire le lien aussi avec notre interview, car on va sûrement parler d'œuvres d'art trouvées dans des greniers. Et là, c'est une esquisse, quand même une grande esquisse de 2,30 mètres de haut. Un dessin préparatoire pour une immense fresque qui a été retrouvée dans une demeure en Bourgogne alors que ça faisait plus d'un siècle qu'elle était là. Donc c'est le cabinet Turquin qui l'a expertisée. C'est une esquisse et aussi une fresque qui a été réalisée par Francesco Solimena, un artiste italien né au XVIIe siècle. Ce plafond, le véritable plafond, se retrouve aujourd'hui dans l'église San Domenico Maggiore à Naples et qui est important pour l'histoire des arts car ça marque le passage de l'art baroque du XVIIe siècle à l'art rococo du XVIIIe siècle. Alors l'esquisse, elle, sera vendue par la maison de vente Tajan le 22 juin prochain, estimée entre 500 et 700 000 euros. Pour la maison de vente, ce tableau représente tout ce que les collectionneurs et institutions recherchent, c'est-à-dire un grand maître
un état de conservation irréprochable et une redécouverte dans l'histoire de l'art. Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art cette semaine. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Maître Fabien Mirabeau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes commissaire-priseur donc, et vice-président du syndicat national des maisons de vente volontaires. Et nous allons évoquer avec vous le fonctionnement un petit peu d'une vente aux enchères quand on veut vendre ces objets aux enchères. Je rappelle qu'il y a une actualité qui concerne finalement la pédagogie qu'on peut faire autour des ventes aux enchères dans le cadre des journées Marteau 2022. Le CIMEV, donc le syndicat national des maisons de vente volontaires, organise les journées nationales de l'expertise. C'est le 13, 14 et 15 mai prochain, où là, vous allez finalement essayer de démocratiser un petit peu le fonctionnement des maisons de vente aux enchères. Tout à fait. On a créé pour la 16e fois ces journées marteaux qui sont l'occasion de parler de notre métier, d'être accessible comme nous le sommes au quotidien en réalité, mais de montrer le fonctionnement des commissaires-priseurs et de montrer combien le commissaire-priseur peut être présent dans le quotidien des Français et là pour les accompagner, à la fois en qualité de conseil pour les acheteurs, pour éviter des erreurs et se faire conseiller, mais aussi pour les vendeurs, pour les familles, pour les accompagner lors de partage, être un peu l'arbitre des familles, puis garantir cette paix des familles dont on est si attaché, afin d'éviter qu'il y ait des histoires malheureuses au travers d'objets mal partagés. Voilà, on est là aussi pour redécouvrir des trésors et c'est tout ce qui nous tient. Juste pour donner un tout petit cadre avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on parle beaucoup des très grandes ventes, mais en France, qu'est-ce que c'est le paysage, le paysage des commissaires-priseurs et des maisons de vente? Ça représente combien de commissaires-priseurs, combien de maisons de vente? Alors en France, on a à peu près 650 commissaires-priseurs et 450 maisons de vente. Il y a parfois plusieurs commissaires-priseurs par maison de vente. Donc c'est un maillage au niveau national qui est très bien réparti. Mais c'est peu de commissaires-priseurs. Il y a moins de 20 diplômés commissaires-priseurs en France chaque année. C'est une profession qui existe depuis l'Antiquité et qui a été créée par Henri II en 1556, donc une tradition vraiment ancestrale, pour autant ancrée dans la modernité. On a déjà vendu aux enchères des NFT. Les commissaires-priseurs savent s'adapter à l'actualité. Mais dans le quotidien des familles, le commissaire-priseur applique des outils qui sont des outils quasiment ancestraux, c'est-à-dire la garantie du juste prix dans une salle des marchés qui est la salle des ventes, la rencontre de l'offre et de la demande. Et plus régulièrement, c'est vous qui faites un peu le tour, qui essayez de aller dans des ventes, dans des marchés ou découvrir des objets, etc. Ouais, des vide-greniers. Ou alors c'est plutôt l'inverse, c'est des personnes qui viennent vers vous en disant voilà, on a trouvé ça, est-ce que ça a un intérêt particulier? Alors, non, en général, le commissaire-priseur ne fait pas le tour des brocantes. Il travaille plutôt avec des familles. Il est là pour essayer d'arranger, de comprendre l'histoire des objets que les familles possèdent. Le commissaire-priseur n'achète rien et ne vend rien. Il est un intermédiaire. Il prend une commission, les choses sont très transparentes, ce qui permet de garantir une forme de transparence absolue et de confiance dans le marché de l'art. Les gens viennent à nous pour des expertises dans un premier temps, et lors de ces expertises, nous sommes amenés à soit casser des mythes de famille. On pensait que la commode des grands-parents était aujourd'hui l'objet le plus important de la famille. Le marché évolue. En 20 ans, 30 ans, le marché a migré vers d'autres spécialités. Et la commode de la famille, finalement, n'est peut-être pas l'objet le plus important. En revanche... Ça veut dire, pardon, juste pour comprendre la commode en question, ça veut dire que c'est une commode qui aurait de la valeur, simplement, comme le marché évolue, il y a moins de demandes aujourd'hui qu'il y a 30 ans, et on était resté sur l'idée qu'elle avait une grande valeur marchande. Voilà, donc les familles ont parfois des a priori qui sont justifiés parce qu'ils ne sont pas issus de la profession. L'émotion, l'attachement à la grand-mère. En revanche, il peut y avoir un objet sur la commode qui était peut-être moins intéressant pour la famille. Si le commissaire-priseur fait bien attention, le commissaire-priseur est un œil. Le commissaire-priseur est un expert généraliste. Il balaye les spécialités de l'Antiquité à nos jours avec l'aide de spécialistes. On parlait du cabinet turquin qui contribue à faire d'importantes découvertes pour les tableaux anciens avec l'aide des commissaires-priseurs. Et cet œil de commissaire-priseur, c'est celui qui va permettre en amont de l'expertise par un cabinet spécialisé de détecter un objet.
la commode en question de la grand-mère était peut-être moins intéressante que l'objet qui servait de cendrier pour une famille sur lequel on écrasait ses mégots. Et vous avez des histoires comme ça, réelles, à nous raconter, de découvertes que vous auriez fait parce qu'on aurait fait expertiser par hasard un objet qui finalement avait beaucoup plus de valeur que ce qu'on imaginait. Enfin, Oui. J'imagine que ça fait rêver tous les gens qui ont des greniers ou des garages dans lesquels il y a un certain nombre d'objets anciens qui s'entassent. On a découvert tant le Van Gogh qu'on a vendu l'année dernière, qui a fait 13 millions d'euros, un Van Gogh qui n'était pas signé, qui n'était pas référencé, donc on a fait tout un travail de recherche auprès du musée d'Amsterdam, c'était presque 2 ans de travail. Ça, c'est une découverte majeure du marché de l'art. Ça, c'est quand même une famille qui s'est dit on a trouvé quelque chose, ça nous semble. Alors, il y avait une tradition familiale d'avoir un Van Gogh, mais beaucoup de gens qui pensent avoir des chefs-d'œuvre et c'est pas toujours le cas. Donc, il a fallu travailler en amont comme un détective. C'est un travail de détective qui a été passionnant. Accompagner la famille dans la réalisation, les enjeux fiscaux, etc. Ça, c'est le travail du commissaire-priseur. Mais on ne vend pas des Van Gogh tous les jours. Le panier moyen, l'enchère moyenne en France d'un objet vendu par un commissaire-priseur, c'est moins de 100 €. D'accord. Donc, les enchères, c'est accessible. Il faut se dire, je suis un particulier, j'ai envie de me faire plaisir, je préfère acheter une ménagère en argent massif à l'hôtel des ventes de mon département pour 2 000 €, plutôt que d'acheter une ménagère en métal argenté qui vaut aussi 2 000 €, mais que lorsqu'on la revendra, ne vaudra plus que 200 €. Donc, ce qu'on garantit aux familles, c'est le juste prix et la capacité d'acheter des choses accessibles. Avec des valeurs peut-être plus stables, parce que du coup, ce seront des objets anciens qui gardent une certaine valeur, alors qu'un objet qu'on va acheter neuf, forcément, il va être dévalorisé plus tard. Alors, pas nécessairement, parce que certains artistes contemporains peuvent avoir des valeurs, mais globalement, c'est ça. Et la garantie offerte par les commissaires-priseurs de l'expertise, tout ça, c'est encadré par un cadre réglementaire qui est très, très carré en France, qui vient garantir, protéger le consommateur. Lorsque le commissaire-priseur écrit dans un catalogue telle et telle attribution, il garantit l'acheteur l'authenticité de l'objet. Donc là, si quelque chose, je pense qu'il a une certaine valeur, vous me conseillerez plutôt de me tourner vers vous plutôt que et de quand même payer des frais, plutôt que alors le mettre sur je sais pas, n'importe quel site de revente en se disant que je peux mettre mon propre prix et puis ça ira. Disons qu'il est peut-être judicieux de consulter un professionnel. Les commissaires-priseurs sont des professionnels passionnés qui ont la capacité de découvrir les objets. Avec l'histoire de ma commode tout à l'heure, je parlais d'un objet qui servait de cendrier. Bien sûr. C'était une coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée du XVIIe siècle. Donc l'exemple est réel. L'exemple est réel. D'accord, ok, d'accord. Une coupe qui servait de cendrier à la grand-mère. On m'appelait pour vendre la commode. Je repère cet objet-là. La famille avait besoin d'argent. Cet objet-là a été vendu 120 000 €. Oui. Pareil. Alors que la famille n'avait aucune conscience de la valeur de l'objet en question. Non, Mais ça servait comme cendrier et c'était. Mais donc il était utilisé comme cendrier. Il était utilisé comme cendrier, vide-poche. Enfin, c'était quelque chose qui était c'est partie de leur quotidien. Alors qu'en réalité, ça les a beaucoup aidés et c'était un objet majeur. De même que dans une famille qui voulait donner des choses à la brocante de l'école, il y avait un petit bijou, une épingle à cravate, un objet qui semble aujourd'hui démodé, dont on va se séparer parce que on n'a pas l'utilité de ces choses-là. J'ai vu cet objet et je me suis dit, si cette perle est une perle fine, c'est une perle baroque grise, c'est assez rare. Et j'ai dit, ça ne vaut pas 50 €, 100 €. Permettez-moi de consulter un spécialiste. C'est un objet qui peut être important. Aujourd'hui, le marché est tel que ce sont des choses qu'on peut vendre assez cher. On l'a vendu 20 000 €. C'était mieux que de le mettre sur la paroisse, sur la brocante de l'école à 50 €. Donc, on découvre des trésors, mais on découvre aussi des choses simples. Et on est là pour ensuite organiser l'événement, un peu comme un arbitre du marché de l'art avec notre marteau qui permet de... marteau que vous avez apporté, que l'on voit effectivement. Un outil personnalisé pour chaque commissaire-priseur. Parce qu'au-delà de l'expertise, vous garantissez aussi une mise en valeur de l'œuvre, la mettre aussi dans une vente aux enchères qui correspondrait à la valeur de l'objet. Voilà, le commissaire-priseur est chef d'orchestre. Donc il organise tout, le marketing, l'appel des clients, les acheteurs, le catalogue, la mise en place dans la salle, une scénographie qui est importante, bien sûr le catalogue, la publication sur différents réseaux sociaux qui permettent aujourd'hui avec les outils modernes d'être visibles de manière... exponentielle. Et ça, c'est quelque chose où les
les acheteurs peuvent ensuite se raccrocher alors que nous ne connaissons pas forcément l'identité de chaque acheteur. Donc voilà, c'est quelque chose qui était très... Une dernière question, maître Fabien Mirabeau. Il y a quand même un réflexe, et qui se traduit d'ailleurs un peu dans nos questions, c'est de se dire, quand je pense que ça a potentiellement de la valeur, je vais faire appel à un commissaire-priseur. Mais vous nous avez dit que le panier moyen, c'est 100 €. Donc ce que vous, j'imagine, ce que vous défendez, c'est plus, globalement, dès qu'il y a des ventes un peu de famille ou d'héritage, faites appel à un commissaire-priseur, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Et même s'il n'y a pas de bonne surprise, en fait, on peut vendre une commode à 100 € aux enchères aujourd'hui. Oui, c'est très bien d'avoir cette démarche, de se dire je vais consulter un professionnel indépendant, parce que le commissaire-priseur n'achète rien, comme je l'ai dit, qui va permettre de découvrir les choses. Les présenter dans une salle de vente, c'est une option ensuite qui appartient à la famille. Mais on est là en amont pour faire un inventaire, on appelle ça une prisée, commissaire-priseur, c'est le mot prisée. On donne des prix, et qui sont des prix qui peuvent servir de partage, bien évidemment, mais aussi accompagner des familles dans le cadre des assurances, dans le cadre d'autres cadres difficiles pour les familles, des divorces, des successions, mais il est important... La vente est en plus, en fait. La vente est en plus. La vente, le commissaire-priseur n'est pas appelé forcément pour la vente. Il est important de se dire que le commissaire-priseur est accessible pour expertiser, et puis ensuite la famille décide. Merci beaucoup, maître Fabien Mirabeau. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur et vice-président du syndicat national des maisons de vente volontaires. Merci beaucoup. Merci Sybille Aoudjan également, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, nous nous retrouvons tout de suite dans Enjeu Patrimoine.